Pendant un voyage en famille, je me suis réveillée sur une petite barque au milieu du lac de Sainte-Croix. Juste moi et ma fille de 11 ans, Léa. Pas de rame, pas de clé de moteur, pas d'autre bateau. Mes parents et ma sœur avaient tout simplement disparu, comme s'ils avaient été effacés. Dans le sac à dos, il y avait une seule feuille de papier, maintenue par une pierre. 4 mots qui ont résonné comme un verdict. Tu as choisi ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait l'inventaire de ce que nous avions, j'ai observé le soleil et j'ai fait la seule chose qu'un parent fait quand personne ne viendra vous sauver. J'ai pris une décision. 9 heures plus tard, alors que ma fille sentait encore le goût de la peur à chaque respiration, mes parents et ma sœur n'appelaient pas les secours. Ils appelaient leurs avocats, en panique. Je m'appelle Etienne Ashford. J'ai gardé ça enfoui en moi pendant très longtemps parce que ça fait encore mal de le dire à voix haute. Mais si vous êtes là avec moi, je n'aurai pas à le porter seul. Avant de tout vous raconter, laissez un simple « salut » en commentaire ou dites-moi d'où vous me regardez. Parfois, savoir que quelqu'un écoute est la seule chose qui empêche une histoire de vous dévorer tout entier. Et si vous sentez cette boule dans votre gorge en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Non pas pour la course aux chiffres, mais parce que cette chaîne est l'endroit où je dis la vérité que je ne pouvais pas dire à ma propre table. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je me suis réveillée avec une chaleur qui semblait me brûler à travers les paupières. Le soleil était déjà haut, trop haut, et l'air était d'un calme inquiétant. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je n'étais pas dans un lit, ni dans une chambre, ni nulle part avec des murs. Je flottais. J'étais sur une barque, une petite barque de pêche en aluminium, dérivant sans but au milieu du lac de Sainte-Croix. Et ma fille, ma Léa de 11 ans, était blottie à côté de moi sous une fine couverture, dormant encore dans son gilet de sauvetage. Ses lèvres étaient sèches, l'arête de son nez déjà rosée par le soleil. Je me suis redressée trop vite et ma vision a vacillé, mais l'instinct a pris le dessus avant la panique. J'ai inspecté la barque. 2 bouteilles d'eau, une barre énergétique, une minuscule trousse de premier secours, un sac à dos que je ne reconnaissais pas, un thermos qui sentait vaguement quelque chose de floral et de trop sucré, et sous une pierre lisse, délibérément posée, une feuille de papier. J'ai soulevé la pierre et je l'ai dépliée. Tu as choisi ça. Pas de signature, pas de date, pas d'explication. Mais dans ma tête, j'entendais Delphine, ma sœur, le dire avec ce ton parfaitement tranchant qu'elle utilisait toujours quand elle voulait faire semblant de ne pas être celle qui faisait couler le sang. Tu as choisi ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mon cerveau est passé en mode survie. D'abord, j'ai plié le mot, lissé chaque pli, et je l'ai glissé dans la doublure intérieure cachée du sac à dos. Une preuve. J'avais vu assez de séries policières et lu assez de dossiers au tribunal à mon ancien travail pour savoir que les détails vous sauvent quand personne d'autre ne le fait. J'ai vérifié le moteur. Il ne démarrait pas. La clé avait disparu. Les rames de secours manquaient aussi. Les 2 encoches latérales habituelles étaient vides, et les cordes qui les attachaient normalement avaient été proprement dénouées. Il n'y avait pas de fusée de détresse, pas de sifflet, pas de GPS de secours, pas de pagaie de rechange rangée nulle part. La personne qui avait fait ça avait eu du temps. Elle savait quoi enlever. J'ai examiné Léa. Sa peau était chaude mais pas rouge. Son pouls mais régulier. J'ai reniflé le thermos à nouveau. De la camomille peut-être, mais trop épaisse. Il y avait autre chose dedans. Je n'en ai pas bu. Je ne l'ai pas jeté non plus. Je devais me souvenir de tout. Et puis est venu le moment où je n'ai plus voulu comprendre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas quelqu'un qui nous avait oubliés au quai. C'était intentionnel. J'ai balayé l'horizon du regard. Le lac s'étendait, large et silencieux. Pas de son, pas de moteur, pas de réseau. J'ai quand même essayé mon téléphone. Zone blanche. Bien sûr. Les canyons et les falaises du Verdon tuent les signaux comme des pièges à mouches. Je me suis rassis, observant la légère dérive de la barque, emportée par un courant lent et cruel. Nous dérivions centimètre par centimètre,
nous éloignant de l'endroit où il nous avait laissés. Ce n'est pas la panique qui m'a frappé alors. C'était le caractère définitif de la situation. Quelqu'un avait planifié ça. Ils avaient choisi l'endroit exact, le moment de la journée, et la manière de neutraliser toute forme possible de contact ou de contrôle. Et ils m'avaient laissé un message. Un message qui me blâmait. J'ai regardé Léa. Elle a bougé, a ouvert les yeux. Où est-ce qu'on est, a-t-elle murmuré. Tout va bien, lui ai-je dit. On va s'en sortir. Je n'en savais rien encore, mais je savais une chose. Si je m'effondrais, elle s'effondrerait aussi. J'ai calculé la position du soleil. Depuis combien de temps nous étions là, jusqu'où nous avions pu dériver. J'ai établi des règles de survie silencieuses. Heure par heure. Plan A, attendre. Plan B, nager. Mais je ne parlerai pas du plan B à Léa, sauf si j'y étais obligée. Je me suis aussi souvenu d'autre chose. 9 heures. Je me suis dit que si personne ne se montrait dans les 9 heures, cela signifiait qu'il n'avait pas l'intention de revenir du tout. Et quand il paniquerait, ce ne serait pas parce qu'il craignait que je sois blessée. Ce serait parce qu'il saurait que j'allais m'en sortir et que j'allais parler. J'ai regardé l'eau, vide, brûlante, sans fin, et j'ai pris la première de nombreuses décisions. Je ne mourrais pas ici. Et si je survivais, je m'assurerais que chacun d'entre eux regrette ce qu'il avait fait. 3 jours plus tôt, j'étais assis dans le noir, penché sur mon ordinateur portable, essayant de comprendre un tableur qui refusait de s'équilibrer. La seule lumière dans la pièce venait du frigo, que j'avais ouvert des heures auparavant et jamais refermé correctement. Léa s'était endormie sur le canapé dans son sweat à capuche trop grand, un bol de céréales rassis sur la table à côté d'elle. Mon nom est Étienne Ashford, la trentaine, veuf, père. Je vis à Aix-en-Provence, où le soleil ressemble à une punition 8 mois par an, et où l'argent ne suffit jamais tout à fait. Je travaillais dans la médiation pour les petits litiges. Ces jours-ci, je fais des petits boulots et de la relecture de documents en freelance pour joindre les deux bouts. La vie est calme depuis la mort de Mia. Ma femme. Accident de voiture. Aucun avertissement. Juste un mardi qui a brisé le monde. Léa a changé après ça. Elle riait moins, observait plus les gens, posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. La nuit, elle s'accrochait à de vieilles peluches qu'elle qualifiait autrefois de puériles. Elle a grandi trop vite, comme les enfants le font toujours quand le deuil remplace l'innocence. Il y a quelques semaines, j'ai hérité d'un terrain de ma défunte tante dans le Var. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, juste de la garrigue et de la terre. J'ai pensé que je le vendrais pour une bouchée de pain et que je passerais à autre chose. Puis Delphine a appelé. Ma sœur n'avait pas pris de mes nouvelles depuis des mois. Soudain, elle m'envoyait des textos, appelait, parlait de fiducie familiale, d'optimisation fiscale et de protection du patrimoine. On devrait juste intégrer ta parcelle à la fiducie familiale, a-t-elle dit. J'ai demandé, pourquoi tant de précipitation ? Elle a souri au téléphone. C'est juste plus simple comme ça pour tout le monde. Je n'y croyais pas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'un agent immobilier que je ne connaissais pas, m'offrant le double du prix du marché. Je n'avais même pas mis le terrain en vente. Le même jour, Delphine a mentionné nonchalamment que le département pourrait voir arriver un énorme projet logistique, des centres de données, des zones industrielles. Elle le savait. Ils le savaient tous. Mon terrain n'était pas sans valeur. C'était une mine d'or. Puis est venue la culpabilité. Ma mère, Maryse, a appelé à l'heure du coucher, quand elle savait que je serais épuisée. Tu as besoin d'une pause, chérie. Léa a besoin d'air. Viens avec nous au lac de Sainte-Croix. Delphine a enchaîné avec des photos. Une maison de location tranquille, un ponton pour le bateau, une eau calme. Pas de réseau là-bas. Parfait pour déconnecter, a-t-elle dit. Léa a vu les photos. Elle a supplié pour y aller. A dit que la sensation d'une maison pleine de cousins et de grands-parents lui manquait. J'ai dit oui pour elle. Le soir même, Delphine m'a envoyé les documents de la fiducie, pré-remplis, la ligne de signature m'attendant.
Pas de pression, mais si tu signes avant le voyage, tout sera plus simple, a-t-elle écrit. J'ai répondu par texto. Je ne signe rien tant que je ne sais pas exactement pourquoi ce terrain est si important. Personne n'a répondu. Et c'est là que je l'ai vu. Un email transféré, laissé ouvert sur la tablette familiale quand nous étions allés dîner, de Delphine à un avocat de la famille. Sujet, évaluation de garde et capacités juridiques parents endeuillés. Il ne venait pas seulement pour le terrain. Il se préparait à me dépeindre comme instable, inapte. Et je suis quand même partie en voyage. Parce que Léa méritait de la joie. Parce que je devais savoir ce qu'il préparait. Et parce que, quelque part au fond de moi, je pensais que peut-être, juste peut-être, je me trompais. Mais je ne me trompais pas. La route vers le lac de Sainte-Croix était longue et silencieuse, avec le genre de silence qui vous colle aux dents. Léa était assise sur le siège passager, comptant les plaques d'immatriculation et riant d'un podcast qu'elle avait téléchargé. Je gardais les yeux sur l'horizon et la mâchoire serrée, une tension bourdonnant dans l'espace entre mes épaules qu'aucune respiration ne pouvait relâcher. Un message de Delphine est arrivé juste au moment où nous passions le panneau d'entrée de Gréoux-les-Bains. Ne t'inquiète pas pour la paperasse aujourd'hui. Détends-toi et profite de la maison. On pourra en parler demain. Les mots étaient doux. Trop doux. Comme quelque chose de déjà répété. Je me suis arrêtée dans une station-service près de la sortie de la ville. J'avais besoin d'une minute pour me ressaisir. J'ai observé les environs. De longues étendues de terre sans véritable maison. Juste de la broussaille, de la roche, le ciel. Si quelqu'un se perdait ici, vraiment perdu, il n'y aurait personne à appeler à l'aide, personne même pour l'entendre crier. Nous sommes arrivés à la maison de location près du coucher du soleil. C'était magnifique, à la manière des brochures de vacances, éclairage parfait, coussins assortis, musique douce en fond sonore. Mais quelque chose là-dedans me donnait la chair de poule. Tout était trop propre, trop mis en scène. Delphine nous a accueillis à la porte, impeccable et joyeuse, son sourire comme s'il avait été collé. Son mari, Thierry, n'était que poignée de main ferme et contact visuel juste ce qu'il fallait. Mes parents, Hervé et Maryse, flottaient en arrière-plan, calmes au point d'en être étranges. Seule Chloé, la fille de Delphine, avait l'air à moitié réelle, recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Delphine nous a conduits dans un couloir jusqu'à notre chambre, à l'écart des autres et près du garage. Elle sentait légèrement le fioul et les choses oubliées. Vous aurez plus d'intimité ici, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, pris des notes mentales, sans insister. Pas encore. Le dîner était une performance. Chacun jouait son rôle. Hervé dissertait sur l'héritage familial et la protection de ce qui est à nous. Nous ne pouvons pas laisser des étrangers en profiter, a-t-il dit en mangeant du poulet grillé. Ce terrain devrait être dans la fiducie, là où il est en sécurité. Maryse a ajouté avec une douceur étudiée. Tu as fait tellement de choses tout seul, Étienne. Laisse-nous nous en occuper pour une fois. Delphine s'est penchée en avant avec une sorte de finalité douce. C'est simple. Tu signes et tout se calme. Tu ne signes pas, eh bien, c'est choisir de t'isoler de nous tous. Sa voix a résonné même après la fin du repas. Cette phrase, choisir de t'isoler, ressemblait à un pistolet chargé posé doucement sur la table. Le lendemain matin, j'ai remarqué des choses, de petites choses. Maryse frictionnant les épaules d'Hervé avec une huile mentholée dans la cuisine, comme une sorte de préparation cérémonielle. Delphine alignant les tasses de café, mettant tout en scène comme si tout était documenté. La tasse qu'on m'a tendue était plus chaude que les autres. J'y ai goûté. Sucrée d'une manière qui ne correspondait pas à la crème habituelle qu'elle utilisait. Je n'ai rien dit, j'ai juste gardé le goût dans ma bouche comme une preuve. Journée bateau, a déclaré Delphine. Elle a distribué des chapeaux de soleil comme des cadeaux de fête. On prendra 3 bateaux, a-t-elle dit en distribuant les clés. Toi et Léa, prenez le petit. Plus de temps pour vous deux. Thierry a souri. Pas de téléphone, pas de distraction, a-t-il dit. Du temps en famille à l'ancienne.
J'ai souri, j'ai hoché la tête. À l'intérieur, je sentais les murs se rapprocher. Sur le ponton, la séparation était trop nette pour être une coïncidence. Delphine, Thierry et Chloé dans un bateau, mes parents dans un autre. Moi et ma fille, seuls dans le plus petit. Delphine m'a tendu un thermos. Camomille et lavande, a-t-elle dit. Pour les nerfs. J'ai pensé que tu voudrais quelque chose de calmant. J'ai hésité. L'odeur était trop forte, trop sucrée. Mais Léa m'a regardée, pleine d'espoir. Je ne pouvais pas lui donner l'impression d'être paranoïaque. J'en ai versé un peu dans un bouchon et je l'ai laissé en siroter une gorgée. Juste assez pour apaiser son estomac, me suis-je dit. Nous avons largué les amarres. Le lac scintillait sous un soleil de fin de matinée. Léa était assise à côté de moi, souriante, la tête penchée vers la brise. Je me suis laissé croire que c'était juste une journée normale. Mais ensuite, Léa a bâillé une fois, puis une autre. Elle s'est allongée sans un mot. J'ai tendu la main vers elle et j'ai réalisé que mes propres bras étaient plus lourds qu'ils n'auraient dû. Le goût métallique dans ma gorge est devenu plus intense. Ma vision s'est rétrécie. J'ai entendu des rires de l'autre côté de l'eau. Puis le vrombissement lointain d'un moteur de bateau qui s'estompait, qui partait. J'ai essayé de me lever, d'attraper notre sac. Mes mains ont glissé. Mon corps s'est affaissé. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'engloutisse, c'était la silhouette de Léa, petite et immobile à côté de moi, et de l'eau partout. Quand j'ai repris connaissance, la lumière était violente. J'avais la bouche sèche et la tête pleine de coton et de parasites. Mais mon premier instinct n'a pas été la panique. Ça a été le calcul. Léa était à côté de moi, recroquevillée, respirant toujours. Son visage était rouge, ses lèvres sèches. Je l'ai protégée avec mon bras en me redressant et j'ai fait le point. De l'eau, du soleil, aucun autre bateau en vue. Pas de maison, pas de terre assez proche pour être atteinte par un cri. J'ai vérifié les provisions, 2 bouteilles d'eau à moitié pleines, une barre énergétique, une trousse de premier secours réduite à l'essentiel, et un thermos dont je comprenais maintenant qu'il était la raison pour laquelle j'avais perdu le contrôle. Puis le mot, toujours dans ma poche. Tu as choisi ça. Je l'ai plié soigneusement. Une preuve. Je ne les laisserai pas me voler la vérité. J'ai fait l'inventaire comme un soldat se préparant à un siège. J'ai divisé les provisions. Une bouteille pour Léa, une pour plus tard. J'ai utilisé ma veste pour lui faire de l'ombre. J'ai replié la couverture autour de ses jambes. Puis j'ai regardé le moteur. La clé avait disparu. Le câble qui aurait dû le relier à la batterie avait été dévissé, pas arraché. Dévissé. J'ai passé mes doigts le long des nœuds où les rames auraient dû être attachées. Les cordes étaient toujours là, proprement défaites. Ce n'était pas un accident. Il n'y avait pas de fusée de détresse, pas de sifflet, pas de lampe de poche. Même le couteau suisse de la trousse de premier secours n'avait plus de lame. Quelqu'un avait vidé ce bateau. Léa a bougé. Papa. J'ai forcé le calme dans ma voix. Tout va bien. Tu as besoin d'un peu d'eau. Sirote juste. Elle n'a pas demandé où étaient les autres, mais je l'ai vu dans ses yeux. Elle savait. Je lui ai donné des instructions. Simple. Heure par heure. Bois quand je te le dis. Reste à l'ombre. Ne bouge pas, sauf si je te le dis. Puis j'ai étudié l'eau. Toujours à la dérive. Toujours loin de la terre. S'ils avaient prévu de me faire peur pour que je signe des papiers, ils seraient à proximité, attendant que je craque. Mais il n'y avait rien. Pas d'ombre, pas de bruit, juste le soleil qui grimpait. J'ai commencé à écrire au dos d'un reçu que j'avais dans mon portefeuille. Mon nom, la date, l'âge de Léa, ce que nous avions, où nous étions, ce qui manquait, que je partais chercher de l'aide. Je l'ai calé sous une bouteille à l'intérieur de la barque, quelque chose à trouver si je ne m'en sortais pas. Puis j'ai donné ces instructions à Léa. Calmement et lentement. Reste basse. Ne te lève pas. Ne mets pas tes mains dans l'eau.
Fais signe seulement si tu vois un bateau. Ne crie jamais sauf si tu vois quelqu'un. Elle a hoché la tête. N'a pas pleuré. M'a juste regardé comme si elle mémorisait mon visage. Je l'ai prise dans mes bras. Je vais chercher de l'aide, ai-je dit. Et je reviens. Je te le jure. L'eau était froide quand je me suis glissée dedans. Pas glaciale, mais méchante. Elle m'a coupé le souffle et m'a serré la poitrine. J'ai commencé à nager, pas fort, juste régulièrement. Le soleil se déplaçait au-dessus de moi et la barque devenait plus petite derrière. Je n'ai pas regardé en arrière plus d'une fois. La deuxième fois aurait pu briser quelque chose. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais finalement les falaises se sont interrompues et j'ai vu de la terre, puis une route. J'ai trébuché dans le sable, mon corps hurlant. Puis, par un miracle, un vieil utilitaire est apparu au détour d'un virage. Un homme est sorti. Ça va? Ma fille, ai-je râlé. Sur une barque, le lac. Besoin d'aide. Il m'a aidé à monter sans poser de questions. Il s'appelait Gustave. Il a appelé les secours par radio, m'a conduit à la marina. Pendant tout le trajet, mon esprit n'était pas concentré sur la douleur, le coup de soleil ou ce qui allait se passer ensuite. Il était sur une seule chose. Maintenant que j'avais survécu, que diable allait-il faire pour couvrir leur crime? La pièce sentait l'antiseptique et le sang séché. Pas de manière dramatique, plutôt comme un brouillard stérile qui s'accrochait au fond de ma gorge. J'ai cligné des yeux en regardant le plafonnier de l'infirmerie, un panneau carré de lumière blanche et crue qui me faisait mal au crâne. Mes bras étaient reliés à une perfusion. Je tremblais. Mes lèvres semblaient gercer, mais mon cerveau n'avait pas d'autre choix que de rester éveillé. Léa était recroquevillée sur le lit d'en face, enveloppée dans une couverture. Ses joues étaient rouges de coups de soleil, ses lèvres sèches. Elle dormait d'un sommeil léger et irrégulier. Je pouvais encore sentir l'odeur du lac dans ses cheveux. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser et j'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai essayé de ne pas crier. Au lieu de cela, j'ai pensé comme un accusé. Lorsque l'inspecteur Romain Dubois est arrivé, j'étais déjà assis, une main toujours sur la couverture de Léa. Il s'est présenté calmement, pas comme les inspecteurs de la télé. Pas de théâtralité, juste de l'efficacité et de la franchise. Je suis ici pour prendre votre déposition officielle, monsieur Ashford, a-t-il dit. Vous êtes prêt à tout me raconter? J'ai hoché la tête. Je lui ai tout raconté, lentement, prudemment, exactement. L'invitation, la maison de vacances, le matin de la sortie en bateau, le thermos, la fatigue, le réveil au milieu du lac de Sainte-Croix. Puis j'ai sorti le mot plié de la pochette scellée de mon sac. Je le tenais avec 2 doigts, en faisant attention de ne rien tacher. Ceci était sous une pierre dans la barque, ai-je dit. Il l'a lu en silence. Puis il a levé les yeux. Tu as choisi ça. C'est la seule chose qui est écrite. Oui. Pas de date, pas de nom, juste ça. Son visage n'a pas changé. Mais j'ai vu la lueur de conscience derrière ses yeux. Il avait vu assez de choses horribles dans son travail pour reconnaître quand quelque chose était planifié. J'ai besoin de vous poser quelques questions supplémentaires, a-t-il dit. Le moteur était-il fonctionnel? Il n'y avait pas de clé. Le câble était débranché et les outils de secours qui auraient dû être à bord fusées de détresse, sifflets, lampes de poche n'y étaient pas. Même les rames avaient disparu. Seules les attaches restaient. Il écrivait pendant que je parlais, chaque mot. Plus tard, il m'a demandé si j'accepterais une analyse toxicologique. J'ai accepté sans hésiter. 2 heures plus tard, les résultats sont revenus. Il y avait des traces de dérivés de benzodiazépine dans nos organismes, à Léa et à moi. Clairement ingérés. Clairement par accidentel. Je ne me suis pas senti vengée. Je me suis senti anéanti. Ils nous avaient drogués, et ils avaient drogué ma fille. Je n'ai rien dit au début. Je suis juste resté assis pendant que la pièce tanguait. Pas à cause du médicament, mais à cause de quelque chose de pire, la compréhension.
Ils avaient franchi une ligne que je ne les croyais même pas capables de franchir. L'équipe de secours avait récupéré le thermos et les objets de la barque, que j'avais signalés. Le laboratoire a relevé des empreintes digitales sur le bouchon et la poignée. L'inspecteur Dubois est revenu le lendemain avec une nouvelle information. Les empreintes correspondent à Delphine sur le couvercle. Celle de Thierry sur la base. Pas de gants. Impossible pour eux de prétendre que le thermos se trouvait juste là par hasard. Impossible de revenir là-dessus. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit doucement. C'est intentionnel. Il a hoché la tête une fois. Ça y ressemble de plus en plus, oui. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans les 9 heures suivant le signalement de la disparition de votre fille, votre famille Delphine, votre père et votre mère ont tous contacté un conseiller juridique. Pas les secours, pas la police. Des avocats. Il a laissé cette information en suspens. J'ai fixé le sol. Il ne s'inquiétait pas que je me sois noyée, ai-je dit. Il s'inquiétait que j'aie survécu. Je savais ce qui allait suivre. Il n'attendrait pas que la justice frappe. Il commencerait d'abord par brouiller les pistes. Ça n'a pas tardé. Une infirmière m'a apporté un formulaire, soi-disant de routine. Une demande informelle pour évaluer mon état psychologique et ma stabilité parentale. Pas officielle, pas ordonnée par l'État, juste soumise par un avocat lié à Delphine. Ils essayaient de me faire passer pour instable, un veuf en deuil, inapte, dangereux. La logique était évidente. S'ils ne pouvaient pas effacer les preuves, ils effaceraient ma crédibilité. Ils utiliseraient le juge aux affaires familiales pour faire ce qu'ils n'avaient pas pu faire sur le lac, m'enlever Léa. Je me suis redressée dans mon lit d'hôpital et j'ai appelé mon propre avocat, Maître Élie Parent. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai donné la version courte. J'ai besoin de protection, ai-je dit. Dossier médicaux scellé, garde maintenue, preuve préservée. Et j'ai besoin d'aide pour monter un dossier avant qu'il ne fasse de moi le criminel. Il n'a pas hésité. Je m'en occupe. À partir de ce moment, j'ai tout documenté. J'ai demandé les transcriptions de l'évaluation médicale. J'ai fait confirmer chaque détail à l'inspecteur Dubois pour le dossier. J'ai dressé une liste de ce dont nous avions besoin, images de la marina, contrat de location, reçu, historique de discussion, données météo, nom de témoin. Je n'avais pas le temps de m'effondrer. J'avais survécu au lac, mais maintenant je devais survivre à quelque chose de pire. Il venait me chercher dans le seul tribunal qui comptait. Et je savais que si je faisais un seul faux pas, je perdrais ma fille. Nous sommes rentrés à la maison 3 jours plus tard. Léa n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet. Elle regardait juste par la fenêtre, serrant sa couverture comme si c'était la seule chose stable qui lui restait dans la vie. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, je voyais le traumatisme silencieux dans ses yeux. Elle sursautait quand le GPS parlait, tressaillait au clic du clignotant. La nuit, elle pleurait dans son sommeil. J'essayais de rester fort devant elle, je faisais des crêpes, je préparais son cartable comme si de rien n'était. Mais après qu'elle se soit endormie, je m'asseyais à la table de la cuisine et je passais en revue chaque élément de preuve comme si je me préparais à la guerre. Parce que c'était le cas. Ils ont agi en premier. Une requête a été déposée par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé en droit de la famille travaillant avec l'équipe de Delphine. Il ne m'accusait pas directement, mais le langage était acéré, préoccupation concernant une instabilité mentale, une impulsivité et un comportement inhabituel suite à un deuil. Ils se sont même appuyés sur le mot trouvé dans la barque, « Tu as choisi ça », prétendant que cela soutenait le récit que j'avais orchestré quelque chose d'élaboré pour attirer l'attention ou pire. Ils essayaient de me piéger. Élie et moi avons réagi rapidement. Nous avons soumis les résultats toxicologiques, le rapport des secours, les photos de la barque vidée, le thermos, le mot, le fait que les empreintes digitales ne mentaient pas. Nous avons déposé une requête pour protéger le dossier de Léa, exiger qu'aucune évaluation externe ne soit autorisée sans le contrôle du tribunal et rappeler au tribunal que c'était nous qui avions failli mourir, pas ceux qui déposaient la plainte. J'ai assis Léa et je lui ai donné des règles simples. Ne parle à personne du lac, sauf si je suis avec toi.
Si quelqu'un te pose des questions, tu dis, s'il vous plaît, parlez-en à mon père. C'est tout. D'accord. Elle a hoché la tête, son petit visage sérieux. Puis l'inspecteur Dubois a appelé avec un nouveau développement. Nous avons retracé les registres de location de bateaux, a-t-il dit. Nous savons quand votre famille a pris les bateaux et quand ils sont revenus. Il y a un vide important dans les signalements. Ils n'ont pas signalé notre disparition, ai-je demandé. Non, en fait, il n'y a aucun signalement de la part de votre famille. Pas avant que vous ayez été retrouvés. Les employés de la marina se souvenaient d'eux. Calme. Pas de panique. Ils ont même plaisanté sur la météo. C'est ce qui a été enregistré. Personne ne semblait surpris que vous ne soyez pas revenus. Ce genre de calme, ce n'était pas naturel. C'était répété. La fissure suivante est venue de l'endroit le plus improbable, Chloé. Elle a été entendue par une conseillère à l'école dire quelque chose d'étrange. Maman m'a dit de ne pas parler du thé. La conseillère l'a signalé. L'information est parvenue à l'inspecteur Dubois. Le fil a été tiré. Puis un message supprimé a refait surface sur le téléphone de Delphine, récupéré d'une sauvegarde. Une fois qu'il aura signé, ce sera fini. Demain, c'est réglé. C'était la veille de la sortie en bateau. Maintenant, nous avions un mobile, une planification, une chronologie. Et puis le changement est venu de leur propre camp. Maryse a cessé de se présenter aux réunions de stratégie. Elle a engagé un avocat privé. Elle a commencé à se renseigner sur la manière de limiter les risques. Hervé, lui, est resté silencieux. Pas de déclaration, juste un visage de pierre derrière une solide équipe de défenseurs payés. Il était clair qu'il se fissurait. La pression expose les lignes de faille. Une poussée de plus et quelqu'un allait craquer. Nous avons fait notre prochain mouvement. Une demande d'analyse scientifique sur le papier du mot, l'encre, même la pierre qui le maintenait. Nous avons demandé les reçus de la maison de location, les images de vidéosurveillance, les registres de parking, tout ce qui pouvait montrer une planification. Le ton de l'inspecteur Dubois a changé lors de notre dernier appel. Nous avons requalifié l'affaire en enquête pour crime, mise en danger potentiel d'un mineur, association de malfaiteurs possible. J'ai fermé les yeux. Il ne s'agissait plus de traumatisme. Il s'agissait de la vérité. Ça allait devenir sale. Mais j'avais fait la paix avec ça, parce que si je les laissais gagner, je perdrais Léa. Et personne ne me l'enlèverait à nouveau. La lettre du tribunal est arrivée dans une épaisse enveloppe Kraft. Pas d'avertissement, pas d'appel téléphonique, juste un timbre, une signature et une date d'audience entourée en rouge. Audience en référé pour la garde déposée par Delphine Ashford. Demande de séparation temporaire de Léa de ma garde en raison d'instabilité mentale et de comportements préoccupants. Je l'ai lu 3 fois. Puis je suis restée très immobile parce que je savais ce que c'était. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la stratégie. Le même jour, l'inspecteur Romain Dubois a appelé avec des nouvelles de l'autre côté du champ de bataille. Nous allons de l'avant, a-t-il dit. Le bureau du procureur est d'accord, l'affaire répond aux critères de mise en danger d'enfants et d'association de malfaiteurs. La procureure va déposer les charges d'ici la fin de la semaine. 2 tribunaux, 2 fronts, une fille au milieu. C'était une tactique, diviser pour mieux régner. S'il ne pouvait pas arrêter la mise en examen au pénal, il gagnerait au tribunal des affaires familiales. D'abord me dépeindre comme instable et affaiblir ma crédibilité avant même que je ne témoigne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai veillé sur Léa pendant qu'elle dormait, recroquevillée sur le canapé, un dessin animé tournant doucement en fond sonore. Son visage avait toujours cette expression tirée et méfiante, comme si elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis le lac. Et maintenant, il voulait me l'arracher. À l'audience en référé, ils sont venus vêtus des couleurs douces de l'inquiétude. Delphine dans un ensemble pull pâle, son avocat parlant doucement, presque avec sympathie. Ils ont présenté un dossier de preuves sélectives, des messages tronqués que j'avais envoyés dans mes moments les plus sombres après la mort de ma femme, le témoignage d'un cousin éloigné qui ne m'avait pas vu depuis des années.
et un résumé dactylographié de « comportements préoccupants » qui était vague et spéculatif. Le plus accablant, c'est qu'ils ont essayé de détourner le mot de la barque. Tu as choisi ça, comme si je l'avais écrit. Comme si j'avais planifié une scène dramatique pour attirer l'attention. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. C'est ce qu'ils attendaient, une explosion, un déni furieux qu'ils pourraient pointer du doigt en disant « Vous voyez, il est instable ». Je suis resté silencieux jusqu'à mon tour. Maître Élie Parent s'est levé le premier. Sa voix était claire, confiante, sans fioritures. Nous avons des rapports toxicologiques prouvant que M. Ashford et sa fille ont été drogués. Nous avons un rapport de gendarmerie documentant un navire saboté, une barque dépourvue de rames et de clés de contact. Nous avons un rapport de sauvetage, un mot manuscrit manipulé uniquement par les suspects et notre client, et une chaîne de possession complète de tous les matériaux soumis comme preuve. Il a laissé tomber la pile de dossiers sur la table comme un marteau. Quoi que ce soit, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la vengeance. J'ai suivi sa déclaration avec ma propre demande, que le tribunal nomme un administrateur ad hoc pour évaluer objectivement le bien-être de Léa, et si nécessaire, je me soumettrai à une évaluation psychologique complète par un professionnel agréé par le tribunal. Pas un choisi par les personnes qui ont essayé de me droguer et de m'abandonner. Il ne s'y attendait pas. Pendant que la salle d'audience murmurait, le rapport d'expertise est arrivé comme un clou dans le plancher. Le mot, celui laissé sous la pierre, avait été tapé sur une imprimante correspondant au modèle exact utilisé dans le bureau à domicile de Delphine. La marque du papier était identique aux rames trouvées dans leur propriété de location, jusqu'au filigrane. Pire encore, le thermos portait les empreintes de Delphine et de Thierry. Adieu la défense du « nous ne savions pas ». Puis Gustave Hérault, l'homme qui nous a sortis de l'eau, Léa et moi, a témoigné par visioconférence. Il avait vu la famille revenir à terre. Il n'était pas paniqué, n'appelait pas, juste assis sur le ponton, très calme, comme s'ils attendaient quelque chose. Mais c'est Chloé qui a fait éclater l'histoire. Par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc, ses paroles ont été versées au dossier. Maman m'a dit de ne pas parler du thé. Elle a dit que c'était du thé pour les grands, pas pour les enfants. J'ai eu la nausée en entendant cela. Un autre enfant pris dans les mensonges des adultes. La fissure finale est venue de mes propres parents. Dans une déposition à huis clos, Maryse a avoué. Elle a admis qu'elle savait que le thé contenait quelque chose. Elle a dit que c'était censé être un avertissement, une façon de me faire peur pour que je coopère. C'était juste pour le rendre nerveux, a-t-elle dit en tremblant. Pour qu'il signe les papiers du terrain. Nous ne pensions pas que ça irait si loin. Hervé a tenté de minimiser son rôle, mais une fois que Maryse a craqué, il s'est effondré aussi. Nous en avons parlé, a-t-il admis. L'idée était de l'isoler pendant une journée, de lui faire voir à quel point il est seul. C'est tout. C'est tout. La procureure Nathalie Carr a construit son argumentation comme un mur de briques. Intention, collusion, risque pour un mineur, administration de substances sans consentement. Ce ne sont pas des malentendus. Ce sont des actes calculés. Le tribunal a rejeté la demande de Delphine de me séparer de Léa. Sa tentative s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. L'administrateur ad hoc a été nommé, mais pas pour mon retrait, pour la protection de Léa contre eux. En quittant le palais de justice, j'ai croisé Delphine dans le couloir. Ses yeux étaient vitreux. Thierry a refusé de croiser mon regard. Ce n'était pas fini. Mais le vent avait enfin tourné. La mise en examen est tombée 2 jours plus tard. Les chefs d'accusation, association de malfaiteurs, mise en danger d'un enfant, administration de substances nuisibles. J'ai lu la convocation du tribunal, puis je suis entré dans la chambre de Léa. Elle coloriait avec la télé en fond sonore. Je me suis assis à côté d'elle. « Papa ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Oui, ma chérie. Tu ne vas pas me quitter, hein ?» J'ai embrassé le sommet de sa tête. Jamais. J'avais survécu au lac. Maintenant, j'allais survivre au tribunal. Le palais de justice était plus froid que ce à quoi je m'attendais.
Pas physiquement, mais émotionnellement. Les murs étaient trop blancs, les chaises trop droites. On n'avait pas l'impression que la justice s'y rendait. On avait l'impression que les gens attendaient qu'on prouve leur réalité. Je me suis assis à la barre des témoins, la main posée sur une copie du témoignage que j'avais préparé. Je n'étais plus là en tant que père en deuil. J'étais un témoin clé. Delphine était assise en face de moi, Thierry à ses côtés. Ils ne chuchotaient pas, ne se regardaient pas. Leurs avocats faisaient tout le travail de parole maintenant. Léa n'était pas dans la salle d'audience. Je me suis battue pour qu'il en soit ainsi. Si elle devait témoigner, ce serait lors d'une session à huis clos, selon le protocole pour enfants, loin de tout ça. La procureure a commencé le réquisitoire du ministère public avec ce qu'elle a appelé un mobile simple. Le terrain, les documents de la fiducie, la campagne de pression secrète. Puis est venue la chronologie. Delphine était au courant du projet de développement des mois avant moi. Elle avait des contacts à l'urbanisme, avait vu les plans. Le terrain vaudrait des millions une fois le projet lancé. Des emails montraient qu'elle en discutait avec son avocat avant même de m'en parler. Des textos révélaient qu'elle avait rédigé des documents, ne laissant qu'une ligne de signature vierge pour moi. Un message disait « Il n'a pas besoin de comprendre. Il a juste besoin de signer. » Tout était une question de contrôle. Ils ne pouvaient pas me forcer légalement, alors ils ont essayé de me mettre la pression émotionnellement. Quand ça a échoué, ils m'ont drogué. La défense a contre-attaqué avec le désespoir. Ils m'ont accusé de fabriquer le danger. Ils ont prétendu que j'étais instable, hantée par le deuil, sujet aux gestes théâtraux. Mais Élie et la procureure ont démoli cela avec précision. Ils ont montré les enregistrements de la demande d'évaluation de santé mentale non sollicitée envoyée par l'équipe de Delphine des semaines avant l'incident. Ce n'était pas un diagnostic. C'était une embuscade. Un psychologue mandaté par le tribunal a examiné mon histoire et a témoigné en ma faveur. Il n'y a aucune preuve clinique d'instabilité. Au contraire, M. Ashford a fait preuve de résilience et de contrôle émotionnel sous une pression extrême. Puis est arrivée la bombe chronologique. L'inspecteur Dubois a présenté les registres d'appel. Dans les 9 heures suivant l'enregistrement de l'incident par les secours, Delphine avait déjà engagé 2 avocats. Il n'y avait eu aucun appel à la gendarmerie. Aucun signalement de personnes disparues, juste une rafale de stratégie juridique. S'ils pensaient que nous étions perdus, pourquoi appeler un avocat? Parce qu'ils ne pensaient pas que nous étions perdus. Ils savaient où nous étions. Puis le coup de grâce. Les témoignages complets de mes parents. Maryse a admis qu'elle savait que le plan incluait de me droguer. Hervé a confirmé qu'ils avaient discuté de m'isoler comme méthode pour forcer ma coopération. Il n'était pas innocent. Il n'était pas confus. Il comptait simplement sur le silence. Le juge n'a pas scié. Delphine a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, avec des circonstances aggravantes en raison de l'implication d'un mineur. Thierry a été condamné pour complicité, peine moins lourde, mais de la prison ferme néanmoins. Mes parents ont évité la prison en coopérant, mais ils ont été placés sous surveillance probatoire et interdits de contact avec Léa, sauf si un tribunal le réautorisait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une ligne tracée dans la pierre. Après le prononcé de la peine, j'ai déposé le dernier morceau de paperasse. Le terrain a été placé dans une fiducie irrévocable au nom de Léa, bloquée jusqu'à ses 25 ans. Il ne pouvait être vendu, ni servir de garantie pour un prêt. Il était à elle, et seulement à elle. J'ai dissous tous les liens financiers avec ma famille, fermé les comptes joints, changé les contacts légaux. J'ai gardé des copies de tout médical, juridique, numérique et les ai stockées dans un coffre-fort sous la supervision de mon avocat. Nous avons déménagé peu de temps après, pas loin, mais assez loin. Une petite maison, calme, simple. Léa a commencé une thérapie. J'ai recommencé à dormir, la plupart du temps. Certaines nuits, elle me demandait encore de vérifier les portes. Certains matins, elle demandait « Tu es sûr qu'on est en sécurité ?» Et chaque fois, je répondais « Oui, ma chérie. Nous sommes en sécurité. »
Parce que cette fois, nous l'étions vraiment. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de vengeance. La vérité était plus forte que tout. Et maintenant, elle nous appartenait. Je n'aurais jamais pensé que la survie ressemblerait à ça. Calme, stable et douloureusement ordinaire. Pas une grande victoire, pas une fin dramatique. Juste moi et ma fille, nous réveillant dans une maison qui est la nôtre. Libre de la peur, libre du contrôle. Je n'ai pas gagné parce que je me suis battu plus fort. J'ai gagné parce que j'ai refusé de les laisser réécrire mon histoire. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la protection. Et par-dessus tout, je l'ai choisie, elle. Chaque parent pense qu'il ferait n'importe quoi pour son enfant, mais on ne sait vraiment ce que cela signifie que lorsque les personnes qui vous ont élevé deviennent celles dont vous devez protéger votre enfant. Je vous ai raconté mon histoire parce que le silence n'a jamais sauvé personne. Si ne serait-ce qu'une partie de ceci résonne en vous, si vous avez déjà dû vous tenir seul pour protéger quelqu'un que vous aimez, alors j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Si mon histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne. Cela aide plus que vous ne l'imaginez, et peut-être, juste peut-être, cela aidera cette histoire à atteindre quelqu'un qui en a le plus besoin. Merci d'avoir été là.